Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo en coulisses. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 nouveautés du 11 février 2021. On va commencer forcément avec la nouveauté dans le sens nouvelle série, qui est donc le tome 1 du Siège des Exilés, le troisième manga d'Akane Torikai que nous allons vous proposer. Donc après évidemment Emperoi Silence qu'on a lancé en janvier 2020 et aussi You've Got a Love Song, son recueil de nouvelles. Le Siège des Exilés, c'est une dystopie en 2 tomes, mais je ne vais pas répéter tout ce qui a été écrit et dit dans le texte de présentation au moment de l'annonce. Par contre, évidemment, j'ai plein d'autres choses à vous dire dessus parce que comme vous pouvez le voir, il y a un effet très particulier sur la couverture. Le tome 1, il est doré et le tome 2, il sera argenté. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait au sein des éditions Akata. Mais quand on a reçu le Siège des Exilés en japonais, il y avait cet effet de dorure et d'argenté sur les tomes 1 et 2, enfin les 2 tomes de la série, et c'est quelque chose qu'on voulait absolument conserver pour la version française. Comme c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, ça a forcément nécessité des échanges, des questions avec les graphistes, avec l'imprimeur, etc. Première étape, on a reçu les fichiers du Japon, on a regardé à quoi ils ressemblaient, et ces fichiers du Japon, alors en fait, ils sont en noir et blanc avec un espèce de calque bleu ciel qui simule voilà, l'effet de dorure qui va être rajouté au moment de l'impression. Ces fichiers-là, je les ai envoyés à l'imprimeur avec des échantillons des livres papier pour qu'il nous conseille sur les techniques d'impression, ce qui était faisable ou pas faisable de faire. L'imprimeur a regardé tout ça et suite à ça, nous a envoyé un catalogue bon, inline cold foil, c'est dorure à froid et en fait c'est les exemples de ce qui peut être fait en technique d'impression, voilà, pour tout ce qui est doré, argenté, et même des choses parfois en couleur. Enfin voilà, c'est un échantillon d'exemples d'impression. Vous voyez, hein, là quand on passe à la lumière, ça reflète vraiment plein de choses, pour montrer le rendu que ça pourrait avoir à la fabrication. Alors moi, j'ai bien insisté à ce moment-là que je tenais pas nécessairement à avoir quelque chose qui serait exactement pareil que la version japonaise, mais qui serait le plus joli possible pour la version française, avec notre logo de la version française, avec nos techniques d'impression, parce que les techniques d'impression entre les deux pays ne sont pas les mêmes. Et voilà, de fil en aiguille, ils nous ont envoyé ce catalogue. Vous voyez, là où ils ont mis les post-it, c'était les pages à regarder pour décider les couleurs, enfin les nuances de dorure ou d'argenté qu'on pourrait mettre. Du coup, on s'est calé sur quelque chose et à partir de ça, on a fait différentes tests d'impression pour voir comment ça rendrait. On a dû retoucher nos fichiers, un peu discuter avec l'imprimeur, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui a pris plus de temps que d'habitude, mais voilà le résultat. Par rapport d'ailleurs à ce que nous avait d'abord proposé l'éditeur, moi j'ai tout de suite eu une inquiétude et je leur ai signalé tout de suite que je voulais éviter quelque chose. C'est que sur les versions japonaises, je trouvais que les jaquettes des 2 tomes, elles avaient des rayures qui marquaient. Et ça, c'est des rayures qui peuvent arriver tout simplement dans les cartons au moment de la distribution, quand on met les livres dans les étagères. Et voilà, je trouvais que ces jaquettes étaient un petit peu fragiles et s'abîmaient beaucoup. J'avais déjà vu des mangas aussi voilà, qui avaient des effets comme ça en français, mais où effectivement c'était rayé. Et ça, c'est un peu rédhibitoire pour moi. Donc j'avais vraiment demandé à ce qu'on trouve une solution pour que ces effets de dorure et d'argenté pour le tome 2 n'aient pas pour conséquence d'avoir des jaquettes plus fragiles et qui seraient rayées. En discutant avec l'imprimeur, on a rajouté un vernis anti-rayure sur la jaquette et voilà donc le résultat final. Donc je vous avoue, je suis assez content. Alors après, ça a 2 conséquences, bon c'est des micro-détails, hein. La première conséquence qui me fait un petit peu bizarre, il y a maintenant un moment, on a refait notre charte graphique sur nos ouvrages. Vous savez, on a le small en vert pour les ouvrages plutôt jeunesse, on a le médium en rouge pour les ouvrages plutôt ados, et on a le large plutôt en bleu-gris pour les ouvrages, on va dire, adultes. Et ben là, notre bleu-gris, c'est pas possible de l'avoir, hein, puisque c'est en doré. Donc tant pis, hein, le tome 1 sera en doré, le tome 2 en argenté, et sur ces tomes-là, exceptionnellement, on ne respectera pas notre charte graphique. C'est pas un drame, mais c'est vrai que ça fait bizarre dans les étagères. Après, c'est un petit luxe qui est quand même, mine de rien, très agréable et qui sont assez uniques. Et c'est vrai que c'est une année, en fait. On a commencé il y a quelques temps déjà, hein, mais c'est une année où on se fait des petits plaisirs comme ça en termes de fabrication pour être aussi proche de la version japonaise qu'on peut. On l'a déjà fait par exemple sur des ouvrages comme Les Nuits d'Axéir, qui avait une couverture en 4 couleurs, hein. Je dis bien couverture, je dis pas jaquette, avec des mosaïques en bleu, etc., qui avait des papiers calques à l'intérieur, qui avait des pages couleurs. Donc voilà, quand les versions japonaises ont des choses particulières, on essaye de les reproduire quand on peut. Et vous allez voir que cette année, plusieurs ouvrages qui arrivent là dans cette première moitié d'année, on se permet comme ça des petits luxes qui sont plutôt agréables. La deuxième conséquence, en fait, c'est que les fichiers qu'on fournit à l'imprimeur ne sont pas des fichiers qui sont dorés. Les fichiers qu'on fournit, ils sont noirs et blancs. Et il y a sur ça un espèce de calque bleu cyan qui simule la dorure. Et en fait, si vous regardez, il y a des endroits qui sont
pas doré de la même manière, c'est tous les endroits qui sont avec ce qu'on appelle le blanc soutenu, donc le logo, le personnage devant, et qui a un dégradé d'ailleurs où ce blanc soutenu disparaît petit à petit, mais ça veut dire que les fichiers qu'on fournit ne sont pas dans les couleurs réelles de ce à quoi va ressembler l'ouvrage. Quand ensuite on doit implémenter les bases de données, donc les bases de données de notre distributeur-diffuseur, des sites de vente, de notre site web, etc., on doit créer un deuxième fichier. Bon, c'est un micro-détail, hein. Et du coup on remplace ce calque bleu et on essaye de trouver quelque chose qui va ressembler à de la dorure, mais évidemment cet effet de dorure, on ne peut pas l'avoir sur un écran de la même manière aussi vivifiante. Voilà, c'était un micro-détail que je pouvais évoquer avec vous. Deuxième chose que je voulais évoquer avec vous sur cet ouvrage-là, c'est comment on a un petit peu travaillé plein de micro-détails en termes de maquette, que ce soit intérieure, mais aussi de la couverture intérieure. L'univers qui est décrit par Akane Torikai dans ce manga, c'est une dystopie, et qui a des accents vraiment très culture traditionnelle chinoise, avec des personnages qui ont des tenues vestimentaires qui sont pas spécifiquement japonaises, il y a aussi l'acupuncture qui est très présente, et en fait sur la maquette japonaise, le titre en japonais aussi, il est marqué en lettres occidentales. Le titre original c'est Mandarin Dispy 4 Barricade, et il est aussi marqué le siège des exilés pour le coup, mais en équivalent japonais, mais avec les caractères traditionnels chinois dans une écriture très particulière. Pour un lecteur japonais, ça a un côté, alors que c'est de la science-fiction, un petit peu traditionnel, un petit peu exotique en même temps, et je me suis demandé comment est-ce qu'on peut réussir à maintenir cet effet un petit peu exotique entre guillemets, même si bon, je me méfie de ce terme-là et de comment il peut être compris, mais le résultat, notre solution qu'on a trouvée, c'est que sur la couverture intérieure, vous voyez tous ces caractères-là, c'est le titre original en japonais, mais avec des kanji qui sont écrits dans une manière très particulière, qui font vraiment très culture traditionnelle. Et ça, je trouvais ça plutôt joli et plutôt chouette. Et si vous regardez, on a fait pareil sur les pages d'entête de chapitres. Et d'ailleurs, comme la série fait 2 tomes, on a mis 1 sur 2, mais le kanji que vous pouvez voir ici, c'est le kanji pour dire dessus, au-dessus. Et ça arrive quand les mangas ils font que 2 tomes, que ça soit pas numéroté 1 et 2, mais que ça soit numéroté dessus, dessous. Donc voilà, là on a gardé les kanji qui veut dire dessus pour la tomaison. Et je trouvais ça plutôt chouette et sympathique. Autre micro-détail qui est très volontaire, en japonais, cette fois-ci pour le folio, donc les numéros de page, il n'avait pas écrit les numéros de page en lettres occidentales, comme on le voit souvent. Souvent c'est écrit 1, 2, 3 à l'horizontale, mais c'était écrit en caractère japonais à la verticale. Pour garder un petit effet un petit peu bizarre et similaire, si vous regardez, les numéros de page, on a fait pareil, on les a mis à la verticale, donc il faut tourner la tête pour pouvoir les lire. C'est un micro-détail, mais c'était vraiment pour essayer de faire un rendu différent et qui serait fidèle à la version japonaise. Même chose pour les pages de fin où très volontairement, on a laissé des caractères ici qui sont à suivre dans le tome 2 qu'on a laissé aussi en caractère chinois. Et voilà, le titre qu'on remet ici sur les dernières pages. Voilà, c'est des micro-détails, mais on avait vraiment envie d'appuyer sur ce côté culture traditionnelle chinoise, alors que c'est une série de science-fiction. C'est un contraste qui est mine de rien intéressant et qui fait une petite originalité de la série, et qu'on avait envie de conserver comme on le pouvait dans ce manga-là. Franchement, ça aurait été bizarre si, par exemple, on avait mis du latin ou des choses comme ça, en termes de design, des chiffres romains. Ça aurait été, à mon avis, vu le contexte culturel de cet ouvrage-là, une faute, une erreur, et laisser ces caractères, je pense que c'était une belle manière de rendre cet aspect-là dans la version française. Quand même, je dois vous dire qu'à l'origine, ce tome de Le siège des exilés était prévu pour sortir en même temps que le tome 5 de Emperoi Silence. J'aurais vraiment voulu sortir les deux en même temps. L'idée, c'était de faire plein d'autres choses fin janvier pour fêter les 1 an de la série. Forcément, avec la crise actuelle et tout ce qui s'est passé, les annulations d'événements, etc., on a changé notre fusil d'épaule. Et en plus, comme la fabrication de la jaquette, avec tous les tests qu'on a dû faire, a été plus longue que prévu, et bien on a décidé de le décaler de janvier à février. En tout cas, j'espère que vous allez continuer à faire un bel accueil à Akane Torikai, parce que c'est vraiment une mangaka qui mérite qu'on s'attarde sur son travail. Et je vais passer maintenant au deuxième manga. Pour le deuxième manga, on va rester d'une certaine manière dans une certaine cohérence. On était dans le futur et on va désormais être vers le passé. Et je vais vous parler du tome 2 de Anneaux Fleurs Éternelles. Et encore une fois, on va parler du coup de culture traditionnelle. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses sur Anneaux Fleurs Éternelles à l'occasion de la publication du tome 1. Et du coup, je ne vais pas vous parler de l'intérieur et du travail sur l'intérieur parce que c'est quelque chose dont on a déjà beaucoup parlé dans la première vidéo. Par contre, ce dont je voulais vous parler et que je voulais vous montrer, c'était le travail sur les couvertures. Il y a quelque chose qui a été très volontaire, c'était d'avoir un espèce d'effet miroir entre les deux couvertures. Donc je les avance et vous voyez,
il y a une inversion déplacement. Ça veut dire que là, on a Anneau Fleur éternelle qui est mis d'un côté du livre et on a Anneau Fleur éternelle qui est mis de l'autre côté du livre sur le tome 2. Le premier, c'est en noir, le deuxième, c'est en blanc. Et en fait, les couleurs des personnages et de leur tenue sont aussi inversées, ou je devrais dire peut-être plutôt en miroir. Et donc, c'est un effet qu'on a voulu vraiment assumer et conserver pour la version française. Alors, c'était pas tout à fait comme ça pour la version japonaise, mais justement, c'est quelque chose que je trouvais important d'appuyer, notamment par rapport au symbolique de l'ouvrage, mais je reviendrai dessus après. Au début, j'ai eu un petit doute sur la maison qui est placée ici, le tome 2. Vraiment, pour faire quelque chose en miroir, il aurait fallu le placer ici. Mais après avoir fait le test, je trouvais ça pas très concluant et je trouvais que ça gâchait un petit peu le rendu. Donc, on ne l'a pas fait comme ça. Autre micro détail, pour le coup, pour avoir quelque chose d'assez joli dans les étagères, on a, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le voir, mais vous voyez les petites fleurs ici, en fait, elles ne sont pas présentes sur la version japonaise. Sur le tome 1 de la jaquette, ces fleurs, elles viennent du dessin principal qui se continue jusque en C4. Sur le tome 2, et là, ces fleurs, elles n'existaient pas. Et en fait, ça laissait un gros amas noir en bas. Et ça n'aurait pas été joli. Et pour faire quelque chose de cohérent entre le tome 2 et le tome 1, le graphiste a de lui-même rajouté ces fleurs. Et je suis très content du coup du résultat, parce que ça fait quelque chose qui est beau et cohérent dans les étagères. Après, la chose dont je voulais vous parler à l'occasion de la publication du tome 2 de Anneau Fleur éternelle, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un plaisir très particulier de pouvoir publier cet ouvrage-là. Il est vraiment à la croisée des chemins de plein de choses de notre éditorial et que, en fait, en arrivant à la publication de cet ouvrage-là et de cette série-là, d'une certaine manière, j'ai presque fait le tour de certaines thématiques et de choses que j'avais envie de dire à travers la publication de mangas. Il y a plein de gens qui lisent des mangas aujourd'hui, les mangas sont très à la mode, mais c'est vrai que les gens ont parfois tendance à oublier que c'est quelque chose qui vient du Japon avec ses spécificités culturelles. Et je pense que parmi tous les ouvrages qu'on a publiés et même qui ont été publiés en français, ça fait partie des ouvrages les plus compliqués à appréhender par des personnes, on va dire, qui sont très franco-françaises, sans que ce soit péjoratif. Mais voilà, dans cette série-là, on est dans un contexte historique qui se place avant vraiment l'arrivée des Européens au Japon. Et du coup, je pense que du coup, il y a beaucoup de choses à comprendre et analyser pour des gens qui voudraient se poser des questions justement sur plein de sujets. Et je dis ça de manière très volontaire parce que voilà, hein, vous le savez, on fait aussi beaucoup de mangas LGBT et assez systématiquement quand on annonce des mangas LGBT ou alors qu'on fait des publications pour faire un peu de publicité ou parler de nos ouvrages, on se prend des commentaires homophobes ou ce genre de choses. Et genre, ah, ça y est, ça arrive au Japon, regardez, berk, l'Occident, ils ont perverti les Japonais, ça y est, ça arrive. Non. C'est pas du tout ça, en fait, la réalité. La réalité, c'est que avant l'arrivée de l'Occident, les mœurs au Japon et les mœurs globalement en Asie, avant l'arrivée du colonialisme, n'étaient pas du tout comme on peut croire qu'ils sont aujourd'hui. Et voilà, les questions typiquement LGBT, ce genre de choses, elles n'étaient pas du tout stigmatisées de la même manière qu'on peut le voir aujourd'hui, et les problématiques n'étaient pas les mêmes. C'est aussi beaucoup par le regard de l'Occident que tout ça a changé. Et voilà, les questions de colonialisme et de tout ce que ça a apporté, ou je devrais plutôt dire tout ce que ça a détruit dans les pays où l'Occident globalement est arrivé, c'est assez énorme. Donc en fait, ça m'agace vraiment viscéralement quand je vois des lecteurs de manga qui ne connaissent rien, ne comprennent rien à l'histoire du monde, qui arrivent en disant « Ah, Burk, ça y est, à cause des LGBT, le Japon est perverti ». Quelle preuve d'ignorance en fait et de manque de culture générale sur la compréhension globale de la marche du monde et de l'histoire du monde. Donc lisez Anneau Fleur éternelle parce que c'est potentiellement une introduction à vraiment beaucoup de choses et aussi à une ouverture d'esprit sur une vision moins ethnocentrée. Voilà, parce que je pense que voilà, c'est tout notre éditorial aussi, comprendre l'altérité, comprendre la différence, et ça passe aussi par comprendre des autres cultures, et comprendre des autres cultures, ça veut dire sortir parfois de sa zone de confort et de ses certitudes, et Anneau Fleurs éternelles, c'est un super ouvrage en tant qu'introduction. J'en profite pour vous signaler d'ailleurs, et pour appuyer mon propos, si c'est des sujets qui vous intéressent, ou que vous avez besoin de preuves comme quoi je suis pas là juste à faire ma pub, etc. Il y a des ouvrages de référence qui existent, pour parler de ces sujets-là. Voilà, alors La Voix des éphèbes, qui est un ouvrage qui parle, on va dire, d'homosexualité entre les samouraïs, et puis l'autre référence, des ouvrages de Saikaku, Le Grand Miroir de l'amour mâle, dans le milieu du théâtre et dans le milieu des samouraïs. Enfin, voilà, inversé. Donc voilà, vous voyez, c'est des choses qui existent, et c'est pas pour rien que je vous ai dit
miroir quand je parlais de ces couvertures, parce qu'il y a cet ouvrage de référence qui s'appelle Le Grand Miroir de l'amour mâle. Alors c'est des ouvrages qui sont en rupture et qui sont un petit peu compliqués à trouver, peut-être qu'ils sont disponibles en e-book, je sais pas, ou que vous aurez la chance de les trouver dans des boutiques d'occasion. En tout cas, voilà, c'était un petit point que je voulais faire à l'occasion de la publication du tome 2 de Anne aux fleurs éternelles. Et pour le troisième manga, on va enchaîner de manière encore une fois très cohérente, puisque je vais parler du tome 2 de Comme sur un nuage, donc le manga de Okula, dessiné par Komahashi, qui pour le coup parle aussi d'homosexualité, de compréhension de l'autre, de découverte de soi à l'adolescence. À l'occasion de la publication de ce tome-là, la chose que je voulais aborder, c'est encore une nouvelle fois le choix des polices. Je vous ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises, mais bon, je vais pas spécialement vous montrer des pages, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au Japon aussi, chaque éditeur a des chartes graphiques différentes. Et comme sur un nuage, c'est la première fois qu'on travaille avec l'éditeur Square Enix, et ils n'utilisent pas du tout les mêmes polices, les mêmes typographies que des autres éditeurs entre guillemets plus historiques. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude depuis très longtemps de travailler avec Shueisha, avec Akusensha, avec Shogakukan, Kodansha, et puis tous ces éditeurs-là, ils avaient finalement des polices qui étaient parfois les mêmes, ou ils avaient des chartes graphiques assez similaires. Chez Square Enix, eh bien, ils utilisent beaucoup de polices différentes, dans des cas parfois un petit peu différents. Donc là, il y a une question qui se pose aussi, c'est en tant qu'éditeur, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a notre charte graphique qu'on applique depuis des années, et on arrive avec un nouveau manga qui vient d'un éditeur avec lequel on ne travaille pas, qui a une charte graphique un petit peu différente. Ces questions de charte graphique, là où c'est intéressant, c'est que bien sûr, il y a des choix d'auteurs à certains moments qui disent bah voilà, moi je veux cette police là pour cette bulle là, ou ce genre de police là pour ce genre de bulle là, mais en fait il y a aussi derrière le magazine, l'éditeur, et qui a sa charte graphique individuelle qui va faire rentrer en fait les choix des auteurs pour que ça colle à leur charte graphique. C'est sans conséquence sur la démarche artistique de l'auteur, puisque c'est vraiment exprimer des choses à travers un choix de typographie, donc qui sont des typographies pour l'essentiel informatiques, donc des gras, des italiques, des polices rondes pour les effets, quand c'est comique, ou quand les personnages y crient avec des petites voix nasillardes, etc., ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça nous a imposé, pour cette série-là, de nous poser la question sur comment on fait pour adapter la charte graphique à l'intérieur, qui soit cohérente avec nous, ce qu'on fait d'habitude dans nos autres ouvrages, mais qui soit aussi cohérente avec ce que fait Square Enix au Japon. Donc voilà, c'était un micro-jonglage, et qui fait que ça nous a demandé peut-être plus de questionnements que sur des éditeurs avec lesquels on travaille depuis longtemps déjà. Mais voilà, c'était peut-être une bonne opportunité pour vous parler de ça. Et je pense que voilà, c'est un petit peu court, mais je vais m'arrêter là pour ce tome-ci, parce que de toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce manga-là à la publication du tome 3, puis j'en ai déjà pas mal parlé au tome 1, donc on reparlera de ça à l'occasion de la fin de la série. Et pour finir cette vidéo, eh bien, il y a le tome 3 de Switch Me On, qui est vraiment une petite série bonbon, parfaite pour cette période un petit peu compliquée, pour se mettre le baume au cœur avec, pour le coup, des personnages ultra sains, ultra positifs, voilà, qui apprennent à communiquer, qui voilà, désamorcent les situations problématiques de manière ultra positive, donc ça fait du bien. Petite chose avant tout, on a mis à l'intérieur un flyer de publicité. Je vous le dis depuis pas mal de vidéos, on veut pousser A Sign of Affection à gogo, donc il y a dedans un flyer de publicité, le meilleur du shoujo manga, et c'est évidemment A Sign of Affection qui est en couverture. Et puis on a mis voilà, présentation de l'ouvrage, et puis aussi de Like a Little Star, Notre contraire, Analog Drop, à tes côtés. Bon, alors, micro détail, c'est sans conséquence, mais l'imprimeur s'est trompé dans le pliage. Normalement, on fait pas des pliages accordéon, on fait plutôt des pliages comme ça. Bon, c'est pas bien grave. Donc, Sign of Affection, rendez-vous en mai, si tout va bien, pour découvrir le tome 1. Gros événement qu'on veut pousser, donc on met la publicité, je vous l'ai déjà dit, dans les mangas qui sortent. Et voilà, lisez A Sign of Affection qui arrive, aussi Analog Drop, évidemment, et tous les autres, enfin bref. Mais voilà, donc on va parler pendant des mois de Sign of Affection, j'aurai d'autres, je sais. J'espère que ça vous saoulera pas trop. Si ça vous saoule que je parle sans arrêt de Sign of Affection, dites-le moi, j'arrêterai, ou pas, on verra. En tout cas, petit truc dont je voulais vous parler sur Switch Me On. Comme je vous l'ai dit, au début, il ne devait pas y avoir de sortie papier au Japon, et donc les chapitres sont prépubliés au Japon, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, etc. On les fait, nous, en numérique, et donc il y a 4 chapitres par tome. Le truc, c'est que au moment de la prépublication numérique, le chapitre 9, c'était un chapitre qui se passait dans le passé.
des personnages, pourquoi pas, c'est plutôt chouette parfois de voir le passé des personnages. Et ce qu'ils ont fait dans ce tome-là, c'est que ce chapitre 9 de la prépublication, il est devenu un chapitre bonus. Et donc celui qui était le chapitre 10, il est devenu le chapitre 9, celui qui était le chapitre 11, il est devenu le chapitre 10, etc., etc., etc. Donc ça va être comme ça jusqu'à la fin de la série. Donc c'est vrai qu'en termes d'archivage de fichiers, faut pas se tromper, ça nous a obligé de un peu tout changer l'ordre. Pas des pages, puisque les pages elles sont toujours placées de la même manière, à gauche, à droite. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes d'archivage, ce qui était un chapitre 9, devient le chapitre hors série qui est pour le coup à la fin de ce tome 3. Ça veut dire aussi, hélas, comme pour Don't Fake Your Smile tome 5, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, que l'histoire principale de ce tome-là, elle s'arrête assez tôt, puisque pour le coup, il n'y a que 3 chapitres qui concernent vraiment l'avancée de l'histoire principale. Pour moi, c'est pas gênant parce que ce chapitre 9 qui est devenu un chapitre bonus, il est toujours aussi sucré, aussi doux et aussi revigorant à lire que toute l'histoire principale. Alors évidemment, comme sur les autres tomes, il y a en plus une autre histoire bonus qui se passe encore plus dans le passé des personnages. Et ça, c'est vraiment chouette. Tous ces petits rajouts pour les gens qui ont lu la série au format numérique. Voilà, encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des pages couleurs au début qui reprennent toutes les pages de couleurs qu'il y a au moment de la prépublication. Donc, petit truc qui fait plaisir pour faire des beaux ouvrages. Et bien voilà, j'en ai fini avec ma vidéo de présentation des nouveautés du 11 février. Alors j'ai bien conscience que j'étais un petit peu plus rapide sur les 2 derniers, donc Switch Me On 3 et Comme sur un nuage 2, mais c'est vrai que c'est 2 ouvrages où j'aurai l'opportunité de revenir dessus. Ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'à l'origine, ce tome de Comme sur un nuage 2, il était prévu pour fin janvier. Encore une fois, avec tous les reports qu'il y a eu, etc., on essaye d'étaler les sorties pour que vous n'ayez pas un jour 10 sorties et puis la semaine d'après 2 seulement, et on essaye de faire un truc cohérent pour que vous puissiez vous rendre en librairie avec quelque chose d'assez étalé. C'est un jonglage qui est pas toujours facile à faire et qui nous implique depuis 1 an maintenant de refaire sans arrêt les plannings de publication. J'espère que ça va un petit peu se calmer là dans les semaines qui viennent, même si ça semble pas forcément partir dans ce sens-là. On va continuer à adapter notre planning en fonction de la situation. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine vidéo de présentation des nouveautés sur notre chaîne YouTube.